Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parole aux explorateurs de conscience. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Patrice Martin, qui pour moi est le spécialiste français sur les crânes de cristal et certainement bien au-delà, mais aussi un excellent ami. Donc, je vais dire bonjour Patrice, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie et merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Alors, je vais te faire une présentation de toi pour que les personnes te connaissent davantage. Et c'est un homme qui a de multiples casquettes, comme vous allez le voir. Mais ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est dans ta présentation, c'est que t'étais montré comme un chercheur de l'inexplicable. J'ai beaucoup aimé cette expression. Donc, passionné, tu es passionné par les anciennes civilisations, les sites sacrés, les crânes longs, vous savez, les crânes qui ont tendance à se développer vers l'arrière. Certains disent que ce sont des déformations qui ont été créées artificiellement, d'autres non. Il y a les anciens artefacts, ce qu'on appelle aussi les zooparts, donc les out of place artefacts, c'est-à-dire des objets qui ne sont pas à leur place par rapport à l'histoire. Un peu, moi je vous donnerai un exemple simple, le fameux marteau de Londres, de Londres, Ouais. qui n'est pas en Angleterre mais au Texas, et qui est un marteau avec un manche cassé qu'on a retrouvé dans des roches datant de 100 millions d'années. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Donc c'est intéressant quand même. Oh, Et puis après ça, il y a les crop circles. Donc toi, tu emmènes ouais. des groupes régulièrement là-bas. Les crop circles qu'on retrouve bien sûr beaucoup en Angleterre, du côté de Stonehenge. Et puis, mais il y en a en France. Il y en a un peu dans d'autres pays, moins nombreux certes, mais toujours là. Et il y en a même dans la neige, qu'on retrouve dans la glace ou dans la neige. C'est assez fabuleux. Dans les mystères des pyramides. Et puis bien sûr, découvreur pour les crânes de cristal. Tu es organisateur en France de multiples choses. D'abord, tu as organisé les festivals de crânes de cristal en 2005 jusqu'à 2011. Donc, c'était, Oui. tu as réuni un grand nombre de personnes qui étaient les gardiens des crânes dont tu nous parleras. Tu organises encore aujourd'hui d'un grand nombre de salons de bien-être, bio et thérapie qu'on trouve et qui vont un peu partout en France, à Toulouse, du côté de Bordeaux, de Besançon-Sanet, etc. Et tu donnes d'ailleurs des conférences sur Oui. tous ces sujets. Et aussi, tu organises, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'aller plusieurs fois faire des conférences à tes salons et je les ai trouvés géniaux. Après ça, il y avait les voyages spirituels, ou je dirais presque initiatiques, que tu organises tous les ans avec une agence de voyage et donc tu vas à l'île de Pâques. Waouh. Tu vas au Pérou, tu vas au Mexique, tu vas en Turquie, tu vas en Bosnie. Et j'ai eu le plaisir de t'accompagner, de te suivre en Bosnie à la découverte des pyramides de Bosnie, qui seraient des pyramides encore, qui sont des pyramides encore beaucoup plus importantes que les pyramides égyptiennes et qui seraient encore plus anciennes. Il faudra peut-être qu'on fasse une émission là-dessus un jour. Avec plaisir. Ah oui, le plaisir sera partagé. Et puis, enfin, tu es auteur et conférencier. Et là aussi, c'est ce qui m'a t'amener à t'appeler aujourd'hui, c'est que tu as sorti ton livre sur les crânes de cristal, porteurs de sagesse, qui sont aux éditions Lanor. Donc, vous allez retrouver le descriptif dans les informations sur le descriptif en dessous. Et c'est un livre superbe que j'ai beaucoup aimé parce que il est plein d'illustrations, de photos, etc. Et comme je disais à Patrice avant l'émission, on a des photos merveilleuses de crânes et simplement en regardant les photos, on a l'impression de se connecter aux crânes qui sont présentés. C'est superbe. Et plein de conseils dont on reparlera tout à l'heure. Tu as aussi fait un coffret, l'oracle des crânes de cristal, qui est maintenant Oui. traduit en plusieurs langues, si j'ai bien compris. Oui, il a été édité aux États-Unis et là, je viens de signer avec une maison d'édition pour toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud en espagnol. Génial. Ça va plaire Ouais. en espagnol. Oui, j'espère Avec bien. l'Amérique du Sud, Ouais. voilà. Ouais. Ça va être chaud devant. Donc ça, lui, il est sorti aux éditions Exergue. Voilà. Oui. Donc, pour commencer, avant d'aller vraiment vers l'écran de cristal, je te demanderais, mais qu'est-ce qui t'a poussé à étudier comme ça l'inexplicable? Qu'est-ce qui t'a amené à l'étudier? Je pense que il y a pas eu un facteur déclencheur. Ça s'est fait tout naturellement. Je pense que je suis arrivé comme ça dans cette vie avec des certitudes et des choses qui pour moi étaient évidentes. Que ce soit
tous les phénomènes un petit peu dits paranormaux, ça m'a toujours intéressé depuis que je suis gamin. Les voyages astraux, les sorties hors du corps, je trouve ça fascinant. J'ai la méditation, enfin toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses. Les ovnis, quand on quand on nous disait qu'on est seul dans l'univers, moi, j'ai jamais cru à cette histoire. C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'était juste impossible. Et c'était pas une histoire de croyance. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. C'est pas entre croire et savoir. Moi, je sais qu'on n'est pas seul dans l'univers. Parce que c'est dans mes gènes, c'est comme ça, je suis arrivé comme ça. Souvent, tu sais, je discute avec des personnes, ça a dû t'arriver aussi souvent, où des gens te disent, bah, moi je suis sur le chemin depuis 6 mois, depuis un an, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Moi, depuis que je suis arrivé dans cette vie, je suis sur le chemin, j'ai pas eu de facteurs déclencheurs qui m'ont amené à avoir cette ouverture-là. Elle a tout de suite été présente. Les crânes, ils sont arrivés à moi très, très tôt, vers l'âge de 6, 7 ans. J'ai commencé à dessiner des crânes un peu partout. Vers l'âge de 14, 15 ans, j'ai découvert dans un bouquin de Eric von Daniken une photo d'un crâne de cristal. Et tout de suite, j'ai compris que c'était ça que je dessinais. Sans savoir pourquoi, le temps a passé j'ai eu la possibilité d'aller voir un crâne ancien qui venait pour la première fois en Europe. Il s'appelle Max il était en Hollande la première fois que j'ai pu le rencontrer. Et donc quand j'ai su qu'il était en Hollande, j'ai sauté dans un avion, on a été le voir. Et là, quand j'ai vu Max, vraiment il y a une reconnexion qui s'est produite, qui s'est faite. Et et après ça, j'ai commencé à avoir des rêves où je voyais Max en France. Et donc, j'essayais de savoir quand est-ce qu'il allait venir, avec sa gardienne, etc. Et on me disait, non, non, il va pas venir, c'est pas prévu. Et jusqu'au jour où un monsieur avec qui je travaillais à l'époque, il me dit, mais pourquoi toi, tu le fais pas venir, en fait, Max, en France? Et c'est comme ça qu'est né le premier festival des crânes de cristal en 2005. Et depuis 2004, j'avais commencé à travailler sur l'organisation, à communiquer beaucoup. Parce qu'à l'époque, en 2004, personne parlait des crânes de cristal, tu vois, c'était très compliqué. Euh, pour en acheter un, j'en ai même pas trouvé, moi, en France. C'est un ami qui était parti au Brésil qui m'en a ramené un. Parce que en France, en 2004, à l'époque, trouver un crâne en cristal, c'était très compliqué. On en parlait très peu et les rares personnes qui étaient au courant de l'histoire des crânes de cristal, je voulais absolument qu'ils soient au courant de ce festival en France. Donc j'ai beaucoup communiqué autour du phénomène. Et ça a marché tout de suite. Tout le monde me disait, mais t'es fou, ça marchera jamais, il y aura jamais personne, c'est ton truc des crânes. C'est vrai que le crâne est souvent associé à la mort, parce que c'est notre éducation judéo-chrétienne qui fait ça. L'Église catholique a transformé le message en fait de connaissance, qui est la symbolique du crâne, en un symbole de mort, malheureusement. Et comme l'animal, le serpent, ils en ont fait l'animal du mal, alors c'est le symbole de la guérison. Hein. C'est le caducée des médecins, c'est le caducée des pharmaciens, donc voilà, c'est pas rien. Et donc, tout le monde me prenait pour un fou quand j'ai fait ce festival en 2004. Et en fait, ça a super bien marché. Il y avait beaucoup de monde. Et du coup, le festival s'est enchaîné comme ça jusqu'en 2011 où on a produit cet événement où je faisais venir des crânes anciens d'un petit peu partout. Et on a passé des moments juste magiques pendant plusieurs années comme ça à recevoir ces crânes et à ramener cette énergie des crânes de cristal en France. Parce que c'est bien d'en parler. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, les gens étaient vraiment en demande de pouvoir se reconnecter à cette énergie-là. Et voilà, ça a très bien marché. Et maintenant, quand j'organise les salons du bien-être, j'ai des exposants. Il y en a beaucoup qui vendent des crânes de cristal. Il y en a partout. Enfin, voilà, ça s'est beaucoup démocratisé. Il y a Indiana Jones qui est passé par là aussi. Donc, ça a ouvert des portes et des consciences. Donc, je suis ravi qu'aujourd'hui, de voir que les crânes ont pris beaucoup de place comme ça. Et parce que je trouve que c'est une très belle énergie qui est véhiculée par ces crânes de cristal. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il est intéressant, justement, ce que tu as dit, c'est que le crâne ne symbolise pas, justement, la mort, comme on a tendance à le faire aujourd'hui en Occident, mais symbolise plutôt la connaissance, le savoir. D'ailleurs, on le retrouve un petit peu, et tu le cites également, c'est quelque chose qui m'a toujours, qui est aux yeux de tout le monde, c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui est toujours représentée par terre en prière, etc. Mais à côté d'elle se trouve
trouve un crâne sur un livre ouvert. Donc le crâne, c'est le symbole de la connaissance qu'elle transmet, donc l'enseignement de Jésus. Et sur bien sûr. un livre ouvert, c'est un signe qu'elle diffuse. Si c'était un livre fermé, ce serait la société secrète. Donc on le connaissait autrefois dans notre pays, mais ça a été déplacé un petit peu par la suite. Alors là où ça a commencé à mon sens, mais tu me diras si je suis parti dans le faux, la légende les crânes de cristal, les connaissances, l'intérêt sur les crânes de cristal sont apparus pratiquement d'une manière concomitante avec la découverte des premiers crânes et aussi les révélations de la légende maya sur les 13 crânes de cristal. Et est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de cette légende? Bien sûr, la légende raconte qu'il y a effectivement 13 crânes de cristal. Et à l'époque, il disait que ces 13 crânes de cristal devaient se réunir en 2012 et qu'ils avaient un message à délivrer à l'humanité. Donc la légende n'en dit pas plus, n'en dit pas moins, juste ça. Mais avec l'arrivée de 2012 et la fin d'un des calendriers mayas, ça a pris des proportions apocalyptiques qui n'ont aucun fondement d'ailleurs, mais ça fait vendre du papier. Et les Mayas, pour eux, les crânes de cristal, ces 13 crânes de cristal, auraient été ramenés par ce qu'ils appellent les frères des étoiles, et donc avec une origine galactique. Et la légende dit qu'à l'origine, il existait 12 mondes, que chaque monde aurait mis toute sa connaissance à l'intérieur d'un crâne en cristal, et que ces 12 crânes, de ces 12 différents mondes, auraient été ramenés sur la planète Terre, en Atlantide à l'époque, dans une pyramide qu'ils appelaient l'Arche. Et les crânes étaient conservés dans cette pyramide. Donc ça fait 12 crânes plus un crâne Atlante, qui était le 13e crâne. Donc voilà, ça c'est la légende des 13 crânes de cristal. Les crânes ont été conservés longtemps dans cette pyramide en Atlantide, d'après la légende. Et avant que l'Atlantide se casse la figure, les prêtres le savaient que ça allait se produire et auraient ramené tous ces crânes dans une grotte au Guatemala. Et conserver ces crânes pendant très longtemps dans cette grotte. Moi, j'ai été visiter cette grotte. On a fait des cérémonies là-bas avec des anciens parce que c'était important pour moi d'aller me reconnecter à l'énergie de ce lieu aussi. Et on a su aussi que les crânes, les Mayas qui gardaient ces crânes ne voulaient pas que ça tombe dans les mains des Espagnols quand il y a eu l'invasion espagnole. Et ils ont préféré séparer tous ces crânes parce qu'ils voulaient pas que l'énergie de tous ces crânes réunis. Ils disent que c'est une énergie qui est très puissante. Ils ne voulaient pas que ça tombe dans les mains d'une seule nation de ces gens qui arrivaient sur l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Donc ils les ont dispersés un petit peu partout. C'est pour ça qu'on en a retrouvé au Guatemala, au Mexique, au Belize, en Honduras, un peu partout, et sur différentes régions de tous ces pays. Mais donc si je comprends bien, tu as été visiter la grotte, mais il n'y avait plus les crânes en fait. Voilà. Non. Mais là où je m'y perds un petit peu, c'est que on retrouve plein de crânes anciens. Je parle parce qu'en fait, on pourrait dire il y a les crânes anciens. Tu vas pouvoir nous en parler un petit peu, puis les crânes, disons, plus récents, comme ceux qui sont dans le commerce aujourd'hui. Ça a commencé à peu près, si j'ai bien compris, au 19e siècle, à l'époque où on a vraiment eu les moelleuses avec des diamants qui ont été capables de créer ces crânes de cristal. Avant, on en était incapable, on n'en avait pas les capacités. Aujourd'hui, c'est possible depuis le 19e siècle et c'est pour ça qu'on en trouve autant aujourd'hui. Mais c'est parmi les crânes anciens, il y en a une pléthore, je dirais quelque part, de crânes anciens. Il y en a un petit peu qui proviennent de partout dans le monde, mais ils sont pas tous. Ça fait pas. Il y en a plus que 12, je dirais quelque part. Il y en a beaucoup. Ils sont beaucoup plus nombreux, à mon sens, non? Alors, il y a une dame avec qui je travaille qui s'appelle Fleur de Mayo, qui est une chamane, qui fait partie du conclave des 13 grands-mères chamanes autochtones dans le monde et ils font un travail remarquable pour la paix, pour les enfants, pour préserver les graines aussi de vie qu'on peut avoir sur la terre. Et cette grand-mère, c'est elle d'ailleurs qui a fait la préface du livre. Et Fleur de Mayo m'expliquait que pour eux, il y a effectivement 13 crânes de cristal de la légende maya, mais pas que. Pour eux, il y a 4 lignées de 13 crânes anciens. 4 lignées de 13 crânes, ça donne 52 crânes anciens, dont une lignée effectivement en cristal de roche. Et d'autres crânes anciens, dont d'autres pierres et d'autres matières.
52 pour eux, c'est un chiffre sacré pour les Mayas. C'est un chiffre aussi qui est important pour nous. Hein. Notre année a 52 semaines, hein. Donc c'est aussi un chiffre important pour notre cycle. Et voilà, donc on aurait 52 crânes anciens qui existeraient et qui auraient été faits bien avant l'invention justement de ces fameuses meules de diamants dont tu parles. Et donc personne ne sait comment ils ont été fabriqués et qui les a fabriqués. Alors, on sait bien qu'à un moment donné, ils ont été fabriqués parce que le cristal ne pousse pas en forme de crâne, c'est sculpté, bien sûr, mais avec des techniques et des méthodes que normalement on n'aurait pas dû avoir ou qu'on a perdu et que les anciens, a priori, connaissaient très bien. Puisque, comme tu le disais, les meules de diamants font leur apparition au 19e siècle, début du 19e en Allemagne. Et donc, avant ça, on ne peut tailler que par percussion. Ça veut dire qu'on prend deux morceaux de pierre, on tape l'une sur l'autre. C'est comme ça qu'ils faisaient des pointes de flèche avec du silex, avec de l'obsidienne ou avec du cristal. Et donc, jusqu'au 19e siècle, on ne peut pas tailler le cristal officiellement puisqu'on n'a pas cette fameuse meule de diamant, parce que pour tailler le quartz, le cristal de roche, il faut une pierre plus dure que celle qu'on veut tailler, plus dure que le cristal de roche, c'est le diamant. Et donc, c'est en Allemagne que font ces apparitions de ces meules. Donc, les scientifiques aujourd'hui nous disent, tous les crânes de cristal, 19e siècle au mieux, début du 19e siècle, parce que c'est là où font l'apparition les meules de diamant. Et avant, c'est pas possible, c'est des fakes. Voilà. Donc, ça peut pas être plus vieux que ça, puisque avant, il n'y avait pas les meules de diamant. Sauf que, il y a pléthore de crânes qui ont été découverts bien avant le 19e siècle et bien avant l'apparition des meules de diamant. Et puis en plus, il y a quand même des possibilités de datation, non pas avec le 44, je sais que le cristal, on peut pas le dater, mais on peut dater ce qui est autour déjà, quand on le retrouve dans un lieu, dans une roche. Tout à fait. Tout à fait. Quand on retrouve un crâne, par exemple, il y en a un qui est en quartz rose, qui est très beau, qui s'appelle Bébilu. C'est un crâne qui a été daté de 700 ans avant Jésus-Christ. Alors, c'est pas le crâne forcément qui a été daté de 700 ans avant Jésus-Christ, on ne peut pas dater la pierre. Il y avait des objets, au moment où ils l'ont trouvé dans une tombe, il y avait des objets en or, il y avait des céramiques, il y avait des peignes, des choses comme ça. Donc, ils ont pu dater tous ces objets qui dataient de 700 ans avant Jésus-Christ à peu près. Et donc, ils ont mis le crâne pareil, 700 ans avant Jésus-Christ. Peut-être qu'il est beaucoup plus ancien que ça, on n'en sait rien. Voilà. Mais 700 ans avant Jésus-Christ, il n'y avait pas la meule de diamant pour tailler le quartz. Exactement. Et pourtant, le crâne existe. Parce qu'il y a certains, parce que là, il a pu être découvert avant, reposé à ce moment-là et daté de. Bien sûr. Parce qu'il y a certaines dates qui sont avancées par rapport à ces crânes anciens qui font frémir un petit peu, qui datent de plusieurs milliers d'années ou de choses. Oui, on parle pour certains jusqu'à 12 000 ans. Donc c'est vrai que dès qu'on sort du schéma de pensée archéologique et historique qui est la doxa populaire, on est traité d'escrocs ou d'archéologie dite interdite. C'est un mot, je comprends pas comment on peut interdire l'archéologie, tu vois. Mais voilà, donc c'est dès qu'on sort un peu du schéma classique qui est dicté, on est tout de suite traité comme un charlatan ou autre, alors que il y a des choses, on le voit bien, qui tiennent pas la route sur les datations de certains objets, sur des constructions aujourd'hui qu'on est incapable de refaire. La pyramide de Khéops, on est incapable de refaire cette structure aujourd'hui avec la technologie qu'on possède et avec les connaissances qu'on possède. On est incapable de refaire une structure comme Khéops. On ne sait pas faire. Ouais. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui continuent à nous servir et c'est vrai que j'ai l'impression que de plus en plus le temps passe, ça s'effrite et que la vérité commence à sortir, même si c'est un peu plus long que le reste, mais ça commence à arriver, oui. Et les crânes, on comprend bien qu'il y en a certains qui sont juste incroyables. Pour tailler un cristal, il faut toujours tailler le cristal dans le sens de la pousse du cristal. C'est très long pour pousser un cristal, mais ça pousse comme une plante. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est vraiment un être vivant, le cristal. Ça pousse comme une plante, mais c'est juste beaucoup plus long. Et pour tailler le cristal, aujourd'hui, nos sculpteurs, depuis le début du 19e siècle, pour tailler le cristal, ils taillent toujours dans le sens de la pousse du cristal. Sinon, le cristal, il casse. La plupart des crânes anciens que j'ai identifiés, j'en ai identifié une dizaine qui pourraient faire partie de cette légende maya, sur les 13, donc il m'en manque 3. Mais la plupart de ces crânes anciens sont taillés dans le sens inverse de la pousse du cristal, ou sans tenir compte de l'axe de la pousse du cristal. Soit ils sont taillés sur le biais, soit carrément à l'inverse. C'est impossible, on ne sait pas faire aujourd'hui, même avec une meule de diamant. Le cristal est casse.
Et pourtant, la plupart de ces crânes anciens sont taillés avec cette particularité-là. Ils ont utilisé des pierres comme le cristal optique, par exemple, qu'on ne taillerait absolument pas. Donc, quand on trouve un bout de quartz optique, tout de suite, il est vendu aux enchères, ça vaut des millions, tellement que c'est rare. Et c'est un cristal qui a une pureté qui est vraiment très particulière. Et le crâne dit de Michelangelo, qui est le plus célèbre, puisqu'il a une mâchoire amovible, etc., et qu'il est d'une clarté incroyable. Il a été taillé dans du quartz optique. Il a été taillé sans tenir compte de l'axe de la pousse du cristal. C'est un objet aujourd'hui on ne sait pas faire. Quand il a été examiné par Hewlett Packard, les scientifiques ont dit que c'est un objet qui ne devrait pas exister. Et c'est Hewlett Packard qui a fait des recherches pendant 6 mois sur ce crâne, parce qu'à l'époque, c'était dans les années 70, c'était le plus gros fabricant d'ordinateurs. Et le cristal de roche, c'est la mémoire vive des ordinateurs. Et donc, c'est Hewlett Packard qui avait un département de cristallographie très important avec beaucoup de chercheurs. Et c'est pour ça que c'est eux qui ont fait ces analyses sur le crâne. Ils étaient abasourdis d'être confrontés à quelque chose comme ça. Quand on met de la lumière derrière le crâne, elle ressort par les yeux. Là, on parle de technologie, on parle de connaissance. Les anciens, ils avaient une technologie, une connaissance qu'on n'a plus, qu'on a perdue. Et ces crânes existaient bien avant donc le début du 19e siècle. Et ça, malheureusement, les scientifiques, ils veulent pas en entendre parler. Dans le livre, j'ai mis beaucoup d'objets qui ont été taillés bien avant le 19e siècle, en cristal de roche, qu'on peut voir dans des musées. Moi, toutes les photos que j'ai mises, c'est des photos que j'ai faites dans des musées. Et là, ça pose aucun problème. Quand c'est un vase ou une statuette, il n'y a pas de souci. Dès qu'il s'agit des crânes de cristal, non, 19e siècle. Voilà, c'est comme ça. Eh oui, mais tu as touché aussi un point important là par rapport aux recherches, aux cristaux qui sont utilisés dans tous nos ordinateurs pour créer la mémoire vive. Sans ces cristaux, nous n'aurions pas d'ordinateur quelque part, où il n'y aurait pas la possibilité de conserver l'information. Donc ça veut dire que le cristal est déjà un conservateur important d'information, donc quelque part de la connaissance. Et c'est une des Bien questions sûr. que je me pose aussi, c'est, OK, le cristal a ces capacités-là et on a encore bien d'autres qui sont merveilleuses. Mais donc, je comprends les crânes de cristal, mais après ça, si on fait des crânes avec d'autres pierres, est-ce qu'on peut obtenir les mêmes caractéristiques au niveau de la capacité de retenir, d'emmagasiner la connaissance, tout simplement? Tout ce qui est quartz, le quartz a la faculté d'emmagasiner de l'information et de pouvoir le restituer. Donc le quartz rose, le quartz fumé, l'améthyste, le cristal de roche, etc. On sait que c'est des pierres qui ont cette capacité-là. D'autres pierres peuvent capter de l'information, mais moins. Et c'est pour ça que moi, quand je voyage toujours avec mon crâne en cristal qui est là derrière, qui s'appelle Sirius, parce que c'est un gros crâne de taille humaine, et je sais que c'est lui qui a la capacité d'emmagasiner le plus d'informations et ensuite de la restituer si besoin était. Et donc, c'est pour ça que c'est avec lui que je voyage. J'ai des crânes dans d'autres matières, donc d'autres pierres, et qui ont moins la capacité d'emmagasiner de l'information. Ils sont là pour d'autres fonctions et pas forcément de travailler comme des bibliothèques, comme peut le faire Sirius, ou les 13 crânes de cette légende maya qui ont été ramenés de ces 12 mondes galactiques sur Terre avec toute la connaissance à l'intérieur. Donc, ça reprend exactement ce que tu disais, que ces crânes peut-être étaient juste des ordinateurs dont on ne sait pas encore lire le contenu. Moi, je reste persuadé que demain, je donne mon ordinateur portable avec lequel on est en train de converser à un indigène dans la jungle. Il va pas savoir comment faire, il va jamais savoir quel type d'information il y a à l'intérieur de cet ordinateur. Peut-être il va réussir à l'allumer en faisant pas faire exprès, sans faire exprès, pardon, en appuyant sur les boutons. Après, il faudrait mettre un code qu'il aura pas pour pouvoir l'ouvrir. Et après, il faut aller à l'intérieur de l'ordinateur, chercher les fichiers, etc. J'ai l'impression qu'on en est là, nous, avec les crânes de cristal. On sait qu'il y a de l'information à l'intérieur. On arrive maintenant un peu à la photographier, mais on n'arrive pas encore à la comprendre, l'analyser ou vraiment à percevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que certains médiums ont peut-être la capacité à se connecter avec l'information qu'il y a à l'intérieur des crânes. Peut-être que c'est des objets où on peut se connecter mentalement avec. Peut-être qu'il y a une clé
je ne sais pas, sonore peut-être, ou un ordinateur qu'il faut brancher dessus, je ne sais pas. Mais il y a certainement une capacité de restituer l'information qui est certaine pour les crânes de cristal en cristal pur, le quartz pur. Et je pense que les autres pierres ont d'autres fonctions. Déjà, il y a la fonction de la pierre en elle-même en lithothérapie. Chaque pierre a sa propriété. Et ensuite, le fait d'être taillé en forme de crâne, ça ramène, je pense, c'est pour ça que je les appelle des porteurs de sagesse, parce que ça nous ramène à notre connaissance. Notre cerveau est dans le crâne. Et c'est aussi au niveau de notre tête, au niveau de notre crâne, où on a le troisième œil, on a le chakra coronal qui nous permet justement d'avoir ces connexions avec notre être divin, avec le galactique, avec la source, la lumière, chacun y met le mot qu'il veut, mais c'est par rapport à ça qu'on peut avoir ces connexions et avoir accès justement à cette sagesse qui peuvent être transmises par les crânes. Donc voilà, ces pierres, elles sont, elle est fascinante. Ce cristal, il est juste magique. Et je crois qu'on n'a pas encore découvert toutes les capacités que peut cacher le cristal de roche. Oui, parce que c'est vrai que je me suis interrogé pendant un moment de me dire, bon, mais pourquoi les anciens se sont donné le mal d'emmagasiner la connaissance dans une pierre qu'ils ont taillée en forme de crâne? Ils auraient pu utiliser un ovale, ils auraient pu utiliser une statuette, ils auraient pu utiliser moult choses. Et en fait, ce que j'ai eu comme compréhension, c'est que la forme, la connaissance qui est dedans, qui est en forme de crâne, rentre en résonance avec notre propre crâne. Et donc, ça permet ces connexions. Et c'est vrai que, comme tu le dis très justement, il y a besoin souvent d'un code d'accès. Et on parle beaucoup du code d'accès de l'amour, d'ailleurs, pour activer les crânes, Ouais. pour les aider à se développer, etc. Donc ça m'a expliqué un petit peu pourquoi ils ont mis ça en forme de crâne, parce que c'est pas le plus simple non plus à réaliser. Et Non, non, c'est sûr. et au-delà de ça, il y avait une phrase qui m'a beaucoup intéressé dans ce que tu as mis dans ton livre au tout départ. C'est une citation de Nikola Tesla, qui est très, Hmm. très intéressante parce que il nous parle du cristal et il dit, bien que nous ne puissions pas comprendre la vie des cristaux, c'est tout de même un être vivant. Donc, ça nous montre bien qu'il y a une conscience quelque part, une forme de conscience à l'intérieur, et c'est assez impressionnant. Moi, c'est ce que j'ai ressenti avec mes propres crânes de cristal, d'ailleurs. Oui, bien sûr, je pense que cette conscience de, de, de la pierre, surtout sur les cristaux qui poussent sur Terre, donc la conscience de la matrice, de la terre-mère aussi, tu vois, et toute cette énergie, cette force, cette puissance qu'il y a dedans. Donc ça permet aussi de nous ancrer quand on travaille avec un crâne de cristal, mais ça nous permet aussi d'avoir ce lien, comme je disais tout à l'heure, avec le galactique, avec la source et aussi du coup avec notre lumière intérieure, avec qui on est réellement. Et ça, c'est important. C'est pour ça que ce sont aussi des objets d'éveil, d'accompagnement qui permettent de cheminer et d'avancer. Parce que le cristal, en plus, il a cette capacité tout à l'heure, on disait d'emmagasiner l'information, la restituer, mais aussi de l'amplifier, quand on fait une méditation avec un crâne de cristal, moi je trouve qu'elle est plus riche que quand je la fais sans un crâne de cristal, parce que le cristal va justement expanser, amplifier notre travail qu'on fait, et ça c'est important. C'est pour ça que ce sont vraiment des compagnons qui permettent d'aller en profondeur aussi sur des sujets, de travailler. Et Sirius, quand il y a quelque chose qui va pas, il est très tranchant, très dur, ça va là où ça fait mal. Et c'est ça, et c'est comme ça qu'on peut travailler sur soi aussi. Et il nous aide tout ça avec beaucoup de bienveillance parce que il y a, comme tu le disais tout à l'heure, la clé pour travailler avec le cristal et les crânes de cristal, c'est l'amour. Donc il y a toute cette énergie d'amour qui est reliée aussi avec ces crânes de cristal. Et quand un crâne reste en contact avec un autre, ben, on pense qu'il garde toujours un lien. Et ça fait comme une grille un peu cristalline autour de la Terre, comme ça, avec cette énergie d'amour qui est importante aujourd'hui pour l'humanité. Et je pense qu'ils sont là aussi pour nous aider à passer ce cap, à évoluer. On vit une période qui est assez incroyable de bouleversement, de changement, à tous les niveaux. Enfin, on le voit au quotidien. Je pense qu'ils sont là pour aider à ça aussi, pour nous aider à faciliter ce passage. D'ailleurs, la réunion
futur des 13 crânes de cristal serait vraiment pour aider l'humanité dans une nouvelle ère de paix. Mais pour revenir un petit peu sur les nouveaux crânes de cristal, j'ai, j'ai une question déjà, c'est je, je, je les comparerais, les anciens et les nouveaux, à les anciens avec un ordinateur qui est déjà riche en programmes, riche en connaissances, etc. Et pour les nouveaux, un ordinateur qui est vierge. Et donc, en fait, si on achète un crâne de cristal, on a tout à faire pour, un petit peu, comme toi, tu fais avec Sirius, de l'emmener sur les sites, sur les endroits, de lui transmettre un maximum de connaissances pour lui transmettre, pour meubler sa bibliothèque, je dirais quelque part. Oui, Et c'est vrai que quand on a un crâne dit contemporain, le crâne, il est vierge. Alors, faut quand même, il n'est pas totalement vierge. Il faut quand même le nettoyer. Moi, je sais que quand j'ai un crâne contemporain, parfois j'en ai que je revends, mais c'est très rare. Et toujours, je les nettoie parce qu'on ne sait pas comment ils ont été extraits de la terre. Est-ce qu'il y a des mémoires de dynamite, de choses comme ça? Parce que malheureusement, quand ils arrachent le cristal à la terre, c'est pas toujours fait en conscience. Après, il y a aussi le sculpteur qui va tailler le crâne. Est-ce que ce jour-là, il était de bonne humeur ou pas? Est-ce qu'il était dans de bonnes conditions au moment où il a taillé le crâne? Normalement, j'aurais tendance à dire que oui, mais admettons. Après, il y a les vendeurs derrière aussi qui vont les manipuler. Donc, j'aime bien pouvoir toujours nettoyer un crâne. Et ensuite, oui. oui, puis je peux amener ta pierre à l'édifice parce que j'ai acheté plusieurs crânes et mon premier crâne, un crâne de cristal de roche, j'ai eu tout de suite le contact avec lui. Il m'a transmis son nom, etc. Donc je commençais déjà à travailler avec lui. Et puis là, il s'est avéré qu'il y avait un groupe qui est arrivé et j'ai parlé de mon crâne et ils m'ont dit, ah tiens, on aimerait bien le voir, etc. Et moi, je l'ai amené. Naïvement, naïvement. Et là, le crâne, après, il a été, je dirais, cassé, mais symboliquement. Là, il a complètement été fermé, etc. Parce que, visiblement, dans le groupe, il y avait plein de gens de bonnes intentions, mais pas forcément des gens qui pouvaient être chargés de mauvaises énergies, etc. Et qui ont bloqué. Il m'a fallu beaucoup de mois pour réussir à nettoyer ce crâne et à le reconnecter. C'est pour rejoindre un petit peu et même là, aujourd'hui, il ne veut pas, j'ai même des photos de lui ou une photo avec de la lumière, etc. Il ne veut toujours pas que je les montre parce il reste maintenant très prudent par rapport à ça. Excuse-moi, c'était pour amener. Non, mais c'est totalement ça. Et donc, il faut vraiment être prudent avec un crâne. C'est pas anodin quand on devient le gardien d'un crâne. Je pense que c'est eux qui nous choisissent, c'est pas l'inverse. Tu disais que quand tu as été gardien de ton crâne, tout de suite tu as eu le nom parce que je pense que tu avais choisi. Donc, et c'est pour ça que souvent je veux pas les toucher moi les crânes contemporains parce que si j'en ai un qui me donne son nom, après je peux plus le quitter, tu vois. Donc, je veux pas trop les toucher. Mais les nettoyer, c'est vraiment important. Et ensuite, on peut commencer là, à les charger, à les reconnecter. Alors, moi, je voyage beaucoup, je vais aux quatre coins de la planète. Il n'y a pas besoin, enfin, si on va dans une rivière, au pied d'un arbre sacré, hein, ou un arbre un peu ancien, un arbre maître, des choses comme ça, on peut faire de très jolies choses. Et on peut se reconnecter comme ça aussi et ramener de l'énergie au niveau du crâne. Le soleil, la lune, si c'est un crâne plutôt féminin, ou le soleil, si c'est plutôt un crâne masculin. Le mettre en contact avec d'autres crânes aussi. On sait que l'information circule d'un crâne à l'autre. Ça a été photographié, encore une fois, mais on n'arrive pas à comprendre ce qui circule comme information, mais on sait qu'il y a de l'énergie qui passe. Et donc ça, c'est important. Et être à l'écoute aussi du crâne, de savoir ce dont il a besoin ou envie. Moi, il m'est arrivé plein d'histoires un peu rocambolesques avec Sirius, mais moi, j'essaie de rester à l'écoute et d'essayer d'y répondre quand je peux le faire voilà de le mettre en contact aussi sur des lieux, c'est important parce que j'ai l'impression que lui récupère des mémoires. Moi, quand je vais sur ces lieux aussi, c'est un travail pour moi, hein, forcément. Et ensuite, je sais qu'il me redonne de l'information, des choses que j'ai peut-être pas capté ou voilà mais voilà donc ça c'est important aussi sur les lieux et avec les autres crânes ça c'est sûr. Moi Sirius il a été en contact avec la plupart des crânes dits anciens qui font partie de cette légende maya. Il a participé à bon nombre de cérémonies, je l'ai amené sur quatre coins de la planète et je voyage toujours avec lui donc il a beaucoup voyagé, beaucoup de choses, mais voilà c'est
c'est tout un travail quand on prend la décision d'être gardien d'un crâne de cristal. Voilà, on n'est pas gardien d'un bibelot qu'on va laisser sur l'étagère à prendre de la poussière. Il y a souvent la conscience, comme on le disait tout à l'heure, de la terre-mère hein, qui est accrochée au crâne, mais pas que. Une année, j'étais avec Drunvalo Melchizedek qui a écrit le bouquin sur la fleur de vie et on était aux États-Unis et on discutait sur les crânes justement. Et pour lui, il m'expliquait que la vision qu'il en a, c'est que des anciens, au lieu de se réincarner dans un corps physique, viendraient intégrer un crâne de cristal et resteraient comme ça à l'intérieur d'un crâne un temps donné. Et parfois, il y a d'autres entités qui peuvent venir à l'intérieur, mais à chaque fois que des choses bienveillantes, bien évidemment, hein, rien de négatif. Parfois, quand il y a des crânes qui sont soumis à trop de pression négative, ils cassent, ils tombent, ils vont se casser, ils vont pas se laisser faire, tu vois. Donc ça, c'est important de bien de bien le comprendre. Et voilà, donc Drunvalo me disait que pour lui, c'était certainement des sages qui venaient à l'intérieur comme ça, prendre possession pour aider l'humanité, pour travailler. Et voilà, donc il y a toutes ces choses-là. Et même quand j'étais avec les Indiens Hopi, pour eux, ils sont OK avec ça et ils pensent que c'est des grands-pères ou des grands-mères qui viennent à l'intérieur des crânes. Donc voilà, c'est une énergie qui est magnifique. Moi, j'adore travailler avec ça et c'est une belle énergie, vraiment. Oui, et pour revenir d'une manière pratique ou pragmatique aux personnes qui nous écoutent et qui ont acheté ou qui auraient envie d'acheter un crâne, je sais que dans ton livre, il y a plein d'informations pratiques sur Ouais. comment choisir son crâne, méditer avec son crâne, activer son crâne, nettoyer son crâne, tout ça, c'est Oui. communiquer avec son crâne, tout ça, c'est très bien expliqué dans ton livre et ça, c'est très bien. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que on peut attendre on achète un crâne, oui, mais je dirais pourquoi? Qu'est-ce que ça va, que va-t-il pouvoir nous apporter? Euh, il faut rien attendre de rien. Et quand on n'attend rien, il y a plein de choses qui arrivent. Et je me suis jamais posé ces questions quand je suis devenu gardien d'un crâne. Ça s'est fait parce que le crâne est venu à moi. Et, euh, et quand un crâne vient à soi, il faut rien en attendre. Et après, il va se passer des choses forcément. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment des compagnons de route. Enfin, moi, je sais que Cyrus est un compagnon de route qui m'a beaucoup aidé, qui m'accompagne sur mon chemin de qui je suis à me reconnecter souvent aussi à mon être intérieur, à ma lumière intérieure. Ça, c'est important. Et, et, euh, et quand on travaille avec Cyrus, je mets la main sur le cœur, la main sur le crâne. C'est vrai que forcément, il se passe des choses euh, qui sont fortes parce que le cristal amplifie à chaque fois tout ce qu'on fait. Mais donc, je pense qu'il faut rien attendre. Si on commence à être dans le mental, ça marche plus avec les crânes. Pour travailler avec les crânes, il faut vraiment essayer de couper le mental et être connecté à l'énergie du cœur. Alors, c'est le travail d'une vie, hein, ça paraît tout facile à dire comme ça, mais c'est un boulot, c'est un vrai boulot. Mais quand on arrive à se reconnecter à son enfant intérieur, comme ça, avec cette innocence-là, cette joie-là, là, l'écran s'ouvre et encore une fois, c'est l'amour aussi qu'il y a avec, et là, ça s'ouvre. Et, c'est comme l'amour, dans le bouquin, c'est Chérie qui dit ça, elle dit que c'est comme l'amour inconditionnel d'un enfant, d'un nouveau-né ou d'un chien pour son maître, tu vois, il y a rien, c'est juste de l'amour pur, quoi. Et voilà, essayer de se reconnecter avec, en pensant à ça comme énergie, cet amour-là inconditionnel. Et du coup, ça permet d'ouvrir plein de choses si on va pas bien, si on est énervé, si on est, et Dieu sait, ou stressé par le travail, la famille, les enfants, le mari, que sais-je. Voilà, essayer de se recentrer en ayant à l'esprit ce type d'amour-là, forcément, bah, du coup, tout ce qui est négatif s'en va beaucoup plus facilement de travailler avec un crâne, bah, ça aide justement à faire ce travail-là. Mais n'attendez rien d'un crâne. Voilà, moi c'est très rare quand je leur demande des choses ou c'est pas des boules de cristal, c'est pas des choses de divination, tu vois. Donc c'est vraiment des compagnons de route pour me faire travailler et évoluer aussi sur mon chemin. En fin de compte, on pourrait dire que les crânes nous apportent ce dont on a besoin,
parce qu'il travaille dans l'amour. Il nous apporte ce dont on a besoin au moment où on a besoin, et que tout ça, ça évolue avec notre évolution et avec le temps, tout simplement. Oui, et j'ai vraiment l'impression que les crânes vont se caler aussi sur qui on est et sur le chemin qu'on a parcouru et qui reste à parcourir. Donc, je pense que les crânes ont cette capacité aussi à s'adapter à notre propre vibration, à qui on est. Et ça, c'est juste magique, tu vois. Et ça, c'est vraiment une force qu'ils ont, c'est parce que avec une personne, ils vont avoir un autre comportement. Moi, je sais que j'ai des gens qui mettent les mains sur Sirius ou au-dessus de Sirius comme ça et qui ressentent des choses. Et à chaque fois, Sirius, il va être au niveau de la personne. Si elle vient juste de commencer son chemin, il sera à son niveau. Si elle est très évoluée et spirituellement évoluée, il a la capacité d'accéder à ça. Aujourd'hui, j'ai la chance, par rapport à ce que tu disais sur ton crâne, que Sirius soit plus pollué. Enfin, il chope rien de négatif. Et je pense que si on travaille avec les crânes, enfin, moi, si je travaille avec les crânes dans cette vie, c'est parce que j'ai eu des vies passées où j'ai été déjà en contact avec les crânes. Et je pense que toutes les personnes qui sont amenées à travailler avec des crânes ont eu forcément dans le passé des connexions déjà avec les crânes. C'est pas anodin. Même quand on voyage, quand on va sur des lieux sacrés. Là, je repars au Pérou au mois d'avril, où j'emmène des personnes avec moi. Forcément, les personnes qui viennent au Pérou, c'est parce que elles ont certainement déjà eu des vies là-bas et elles viennent reconnecter des choses. Elles viennent se reconnecter au pays, au lieu, aux individus, à l'énergie du pays. C'est pas anodin. Il y a pas de hasard. Si on est connecté avec les crânes, c'est que dans le passé, on a déjà dû avoir un travail qui a été fait avec ces artefacts. C'est sûr que ça aide la connaître. C'est peut-être pour ça aussi que quand j'ai eu ce crâne qui m'a fait de l'œil, je dirais quelque part, il y en a eu un deuxième Ouais. après. Maintenant, il est parce que c'était un crâne qui était très jeune aussi, qui venait juste de sortir de la fabrique, et je pense il a été sans défense aussi quelque part par rapport aux énergies négatives qu'il a pu rencontrer. Je pense que ce serait plus tellement le cas pour lui. Et ce qui était amusant d'ailleurs, c'est que j'ai acheté un deuxième crâne qui était un crâne de quartz fumé, et qui m'a donné aussitôt son nom, mais c'était un quartz d'origine féminine. Le premier était masculin, le deuxième était féminin. Et il y en a un troisième petit qui est arrivé encore après, le petit dernier, et lui, il fait la liaison aussi entre les deux, etc. Donc c'est assez amusant de regarder ça, mais Ouais. comme tu le dis, c'est qu'ils nous apportent ce dont on a besoin au moment d'eux. Donc ils savent beaucoup mieux que nous ce dont on a besoin, parce que Oui. on va faire ça avec le cerveau gauche, je veux ceci, je veux cela, etc. Et lui, il dit non, non, c'est pas ça dont tu as besoin, et c'est plutôt regarde un petit peu comme ça. Et une autre question pratique pour les personnes qui débutent avec les crânes ou qui voudraient débuter avec les crânes, ok, on parle des messages, on parle des informations, mais comment que ça se passe? C'est par télépathie? C'est par quoi? Je ne sais pas si c'est de la télépathie, je ne sais pas quel mot on peut y mettre. Je sais pas si c'est la télépathie. Il y en a qui parlent de canalisation. Alors je suis loin de tout ça. Je sais pas. Souvent, enfin, parfois, Sirius, quand ça m'arrive de l'entendre, vraiment de l'entendre comme une voix. Euh, mais le plus souvent, quand même, c'est sous forme de rêve où j'ai les messages. Sauf les noms. Parfois, les noms, je peux les avoir aussi euh, qui peuvent arriver comme ça, ou des messages qui peuvent arriver, mais souvent, c'est les rêves. Pour moi, c'est les rêves parce que au quotidien, je travaille beaucoup, je fais plein de choses différentes, donc beaucoup dans le mental, et le seul moment où je me pose un peu, soit quand j'essaie de me réaligner le matin ou le soir, de travailler un peu, mais c'est là où je suis le plus accessible, c'est la nuit quand je dors, et donc souvent c'est les rêves par les rêves qui m'amènent les messages. Et d'habitude je me souviens pas trop de mes rêves, mais quand je vais me souvenir une fois, je vais faire deux trois fois le même rêve et qui va être récurrent et que je m'en souvienne. Là, je me dis qu'il y a peut-être un truc et il faut que je fasse gaffe et où j'y prête de l'attention et voilà. Donc j'ai des messages comme ça. Et après en méditation aussi, bien sûr, je peux avoir des informations euh, ou parfois quand je suis sur des lieux sacrés, où je parlais du Pérou là où on repart au mois d'avril, quand je le laisse à un endroit et après
le soir à l'hôtel, avant de m'endormir, souvent je mets les mains sur lui et j'ai des picotements dans les mains, des choses comme ça, et là je sais qu'il y a de l'information qui passe. Alors ça passe plus par le mental, je sais même pas ce qui passe, hein, mais il y a des choses qui se font. Peut-être que c'est des informations que j'ai moi pas récupérées sur le lieu ou d'énergie ou je sais pas, et il y a des choses quand même qui continuent à se faire. Donc c'est intéressant d'être attentif à ça et quand on est attentif à ça, il y a plein de choses du coup qu'on perçoit et des synchronicités qui se mettent en place, des portes qui s'ouvrent, voilà, je sais que Cyrus il travaille beaucoup comme une clé, mais au sens propre, au sens figuré, tu vois. Et voilà, donc c'est toujours très intéressant de voir comment ça réagit au niveau de l'humain, aussi d'avoir un crâne, parce que il y en a beaucoup qui me disent oh là là, non non c'est la mort, c'est voilà, mais dès qu'ils ont franchi le cap de ça et qu'on leur explique que c'est un symbole de connaissance, que la mort c'est l'Église catholique qui en a fait qui a détourné l'information. Ben les gens sont plus à même. Et puis Sirius, comme il est quand même assez gros, ils ont tendance à vouloir le toucher, le caresser, tu vois. Et du coup, il se passe des choses. C'est juste magique. Et justement, il se passe des choses magiques, mais tu as dû en avoir, tu as eu plein de belles expériences, mais est-ce que tu en aurais une particulièrement que tu aimerais transmettre J'en ai eu tellement. Oui, j'ai bien compris. Ah, Et tu on le sent au travers tellement. de ton livre, avec toutes les cérémonies, les rencontres que tu as fait avec ce crâne au travers des cérémonies. Ouais. Donc, euh, Le, en, en, Au Pérou, toujours, on était dans un petit village qui s'appelle Chavin de Huantar, qui est un petit village qui est vraiment perdu, mais au fin fond du Pérou. Il faut prendre 2 avions pour y aller. Il y a du bus, de la piste. Enfin, c'est très compliqué pour y aller. Quand on arrive à Chavin de Huantar, on est malade parce que c'est en altitude et c'est haut et on est malade. Et on devait faire des cérémonies là à Chavin de Huantar. Et quand on rentre sur le site de Chavin, le chaman avec qui je travaille là-bas, qui s'appelle Malkou, vient me voir et me dit, Patrice, ce soir, c'est la fête annuelle de Chavin. Alors qu'on le savait pas, c'était absolument pas prévu hein, dans le voyage. C'est une soirée dans l'année. Et on est tombé sur celle-là. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Et donc, on fait la soirée avec eux, un spectacle magnifique en costume, vraiment un très très beau show sur le site de Chavin. Et vraiment, c'est un endroit important qui est considéré comme un des nombrils, tu vois, de la planète, comme l'île de Pâques ou le Machu Picchu ou Göbekli Tepe. Enfin, voilà. Et c'est vraiment un des endroits importants. Et c'est un chaman mexicain qui m'avait dit, Patrice, si tu vas au Pérou, il faut vraiment aller là-bas. Pour moi, c'est un des endroits les plus importants sur la Terre. Donc, j'y vais. Et sous Chavin, sous la cité de Chavin de Huantar, il y a des tunnels, beaucoup de tunnels. Et dans un des tunnels, au bout de ce tunnel, il y a une pièce avec un mégalithe. Ils appellent ça l'homme poignard parce qu'il a une forme comme d'un couteau. Enfin, c'est un personnage très bizarre, peut-être mi-humaine, mi-animal. Enfin, c'est très particulier. Et, euh, et quand je suis là avec Sirius, comme ça, j'ai le message. Je sais pas si c'est Sirius qui me donne le message ou si c'est le lieu, comme quoi il y avait du cristal et que le cristal il a été enlevé. Et quand je voyage, j'ai toujours des petits morceaux de cristaux avec moi que je mets un peu partout. Et donc je remets du cristal par terre, partout, un peu dans les murs, derrière des pierres, etc. On remet du cristal et on fait une cérémonie avec Sirius, le crâne, et tous ces petits bouts de cristaux que j'ai mis partout. On fait cette cérémonie, puis on s'en va, on quitte le lieu et quelques mois après, 3 mois ou 4 mois après peut-être, j'ai une dame qui prend contact avec moi et qui me dit, j'ai un petit crâne en cristal là, qui voudrait bien être avec vous et est-ce que ça vous intéresse et vraiment j'ai pensé à vous quand j'ai vu ce crâne et j'ai dit écoutez pourquoi pas et je lui dis mais d'où il vient, il me dit c'est un crâne qui est un peu particulier, il vient d'un petit village du Pérou que vous devez pas connaître qui s'appelle Chavin de Huantar. Et tu vois voilà, c'est juste la magie du cristal ça. ouais. Et j'ai été à Chavin, j'ai fait ce travail à Chavin, j'ai remis du cristal à Chavin. Et ce petit crâne, du coup, le monolithe s'appelle El Lanzon. Et donc, ce petit crâne, je l'ai appelé Lanzon. Et voilà. Et il est vraiment connecté avec Chavin. Il a des sculptures sur lui qui sont des sculptures qu'on retrouve sur ce monolithe.
Donc c'est vraiment, il vient vraiment de là-bas. Mais tu vois, voilà, cette connexion, tout à l'heure, je parlais de synchronicité. C'est des choses magiques qui se passent comme ça, tu vois. Et voilà, des histoires comme ça, et j'en ai plein. Un jour, j'étais tout en haut de la pyramide de Chichen Itza, où c'est interdit, hein, on peut plus monter. Et c'était aussi interdit quand j'y étais, mais j'avais des autorisations officieuses, pas vraiment officielles. Et de nuit, donc on est en haut sur la pyramide. Et à l'époque, il y avait des grilles, parce qu'il y a un temple en haut carré, et en haut de la pyramide, il y a des grilles pour rentrer dans le temple avec un gros cadenas comme ça. Et je suis avec Sirius au pied de la grille et avec toutes les personnes du groupe comme ça. Et on se met en méditation et c'est juste magnifique. T'as tout le site de Chichen Itza, t'as ces marches qui sont incroyables. Tu sais, c'est cette pyramide de Kukulkan où il y a le soleil au 21 décembre, au solstice d'été, pardon, au 21 juin, et qu'on voit apparaître, voilà, son ombre ondule le long de la pyramide comme ça. Et je suis en haut de cette pyramide et le guide qui nous accompagne me tourne autour un petit peu, vient me voir et me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce crâne de cristal? Ben, j'explique le voyage, on fait tous des sites sacrés, on travaille avec des chamans, on fait des cérémonies, etc. Il me dit, ah bon, d'accord. Puis il repart. Il revient 2 minutes après, il me dit, et tu voudrais que j'ouvre la porte qui est derrière toi, là? Je vais, bien sûr, ouvre. Donc il a ouvert ce cadenas qui était immense. Il a enlevé les chaînes, il a ouvert la grille. On a pu rentrer dans ce temple qui a 4 piliers comme ça avec des hommes serpents sculptés dessus. Une énergie incroyable. On a pu rentrer au centre de ces 4 piliers et vraiment au centre, c'est l'énergie, toute l'énergie de la pyramide qui converge vers ce point, tu vois. Donc c'est très fort énergétiquement. Et voilà, si Cyrus n'avait pas été là, il n'aurait pas ouvert la porte. Encore une fois, il travaille comme une clé, comme je disais tout à l'heure, au sens propre, au sens figuré, là c'est au sens propre. Il a ouvert le cadenas. Mais voilà, des histoires comme ça, il y en a plein. Et c'est juste magique, je te jure. Mais pourquoi c'est pas toi qui as tourné dans le film Indiana Jones et les crânes de cristal? Moi, je trouve que donc, c'est merveilleux parce que quand on t'entend, on a l'impression, on a vraiment envie d'aller prendre tout de suite notre sac à dos, notre chapeau et notre fouet et puis de partir avec toi. Donc, Ouais, je c'est suis moins magnifique. bankable que Harrison Ford. Mais ce qui est vrai, c'est au-delà des voyages sur le plan physique, je dirais, comme tu le fais, eh bien, il y a quand même des voyages magnifiques que nous sont proposés aussi par les Crânes de Cristal, mais des travaux, des voyages plus dans l'introspection et dans l'évolution et dans le travail sur soi. Et ça, c'est vraiment, c'est vrai que les Crânes de Cristal, quand ils sont sur mon bureau, j'ai vraiment l'impression que qu'il y a vraiment une présence, qu'il y a vraiment comme un ami qui est là et avec qui on peut échanger. Bah, écoute, tu nous as bien fait voyager. Je suis à bout de mes questions parce que, bien sûr, on pourrait toujours en trouver d'autres, mais je pense que c'est le plus important pour que les personnes comprennent bien, d'une part, ce que sont les crânes de cristal, ce qu'ils peuvent apporter, et puis ce qu'ils peuvent obtenir avec un crâne. Et une dernière petite question subsidiaire, parce que tu sais, dans le commerce, il y a des crânes de cristal qui ont à peu près la taille de notre crâne à nous, puis il y en a des beaucoup plus petits. Euh, est-ce que la taille est importante par rapport au... Oui, je pense. C'est comme une clé USB ou un disque dur, tu vois. C'est plus il y a de capacité, et plus il est gros, plus il y a de capacité d'emmagasiner de l'information. Plus il va être petit, moins il va pouvoir emmagasiner de l'information. Mais parfois, ils peuvent aussi, quand ils sont pas très gros et qui sont mis en contact avec des crânes anciens et qui transmettent de l'information. Moi, j'ai déjà vu des crânes qui se faisaient de la place à l'intérieur, qui éclataient à l'intérieur. Mais je l'ai vu, hein, donc c'est pas une idée. Hein, et le crâne s'ouvre, se fait des lames à l'intérieur pour pouvoir justement a priori emmagasiner de l'information, se dilate et pour pouvoir emmagasiner. Donc on sait que même s'ils sont petits, ils ont la capacité d'emmagasiner de l'information. Je pense qu'ils en emmagasineront moins qu'un gros, comme Sirius, forcément. Mais ils ont cette capacité malgré tout d'emmagasiner. Et cette information, elle est juste là pour nous aider à nous faire évoluer, à travailler sur soi. Et encore une fois, avec l'énergie de l'amour, et c'est que du bonheur. Et
pour terminer, ben, je te demanderai après ça tes projets, si tu en as et que tu veux évoquer, mais aurais-tu un conseil à donner aux personnes qui commencent tout simplement avec des crânes de cristal, qui veulent expérimenter les crânes de cristal? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme... Restez à l'écoute de vous, de vos ressentis, de vous reconnecter à votre espace du cœur, à qui vous êtes, et, et vous saurez ce qu'il faut faire pour vous et pour le crâne. C'est pas anodin. On dit qu'on est des gardiens de crânes de cristal. On est là pour veiller sur eux. On n'est pas juste des porteurs. C'est pas. Alors moi, quand je voyage, je le porte aussi beaucoup, mais on n'est pas juste des porteurs. On est vraiment des gardiens. On doit veiller aussi à ce que les crânes ils puissent faire leur travail et, et, euh, et nous aider à nous reconnecter à cette énergie-là de l'énergie du cœur dont je parlais. Donc c'est juste ça en fait. Essayer de se reconnecter à soi pour savoir ce qui est bon pour lui, pour ce crâne qui arrive dans votre tribu et l'énergie qui va pouvoir émaner avec vous. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous faites des choses avec les crânes, il va commencer à avoir une espèce de densité, quelque chose de, de, de palpable. Et c'est cette énergie-là, après cette conscience-là, avec laquelle on peut travailler plus facilement. Mais c'est voilà, c'est quand on commence à travailler sur le chemin des crânes de cristal. Après, c'est juste de la magie tout le temps, et ça c'est génial. Ouais. Après mes projets, j'ai plein de salons sur toute l'année. Hein, tu le disais tout à l'heure que j'organise les salons de bien-être, bio et spiritualité qui nous tiennent à cœur. On en a presque une dizaine maintenant aujourd'hui qu'on propose sur toute la France. Donc ça, vous pouvez aller voir sur les sites internet, vous retrouverez tout ça. Et j'organise chaque année 4 voyages. J'en ai un. Bon, j'ai parlé tout à l'heure sur le Pérou et la Bolivie, où on va aller travailler là-bas sur plein de sites sacrés. J'ai un voyage pour aller en Bosnie, où tu étais venu l'année dernière, effectivement. On retourne là-bas. Un voyage en Turquie pour aller sur tous les sites sacrés. Vraiment, pour moi, la Turquie, c'est un des berceaux de la civilisation. Et on a tous ces sites incroyables comme Göbekli Tepe, la cité souterraine de Derinkuyu, la pyramide, le mont Nemrut. Il y a plein de choses magiques à aller découvrir là-bas en Turquie. Et tous les ans, j'organise un voyage également pour aller nager avec les dauphins. Et ça aussi, c'est la magie aussi. Les dauphins avec les crânes de cristal, ça matche très bien parce que les dauphins, ils ont vraiment de la silice dans le cerveau. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une belle connexion avec les crânes de cristal. Donc voilà, plein de projets et je suis ravi à chaque fois, que ce soit à travers les salons que je propose, je fais des conférences et à chaque fois ou les différents voyages, d'amener des gens comme ça sur toutes ces destinations et vivre ces aventures, c'est important parce que un voyage, c'est un voyage aussi vers soi, c'est un voyage vers l'autre. On découvre plein de choses, ça nous fait sortir un peu aussi de nos zones de confort. On a du décalage horaire, on parle des langues qu'on connaît pas, on mange des trucs qu'on connaît pas, et voilà. Il y a des altitudes aussi. Enfin, le pays, ça nous fait sortir un petit peu de notre routine, et c'est l'expérience qui est enrichissante. Et vivre des choses. Alors, c'est bien Internet, c'est bien les bouquins, mais à un moment donné, moi, j'ai besoin d'aller sur le terrain, de ressentir les choses, de vivre les choses. Et ça, c'est juste de génial de pouvoir le faire. Et comme ça fait longtemps que j'organise ce type de voyage, j'ai plein de contacts un peu à droite à gauche. Et voilà, les groupes qui viennent avec moi bénéficient de tout ça. On va aller voir les momies extraterrestres au Pérou. On va aller voir des crânes allongés en Bolivie. Enfin voilà, j'ai plein de trucs super que m'apporte la vie au quotidien. Et voilà, je suis ravi de pouvoir le faire. Voilà, avec ma petite femme qui me suit aussi et qui m'aide beaucoup aussi, que ce soit dans les salons ou même dans l'écriture du livre. Et voilà, et c'est vrai que de pouvoir le faire comme ça avec elle aussi, c'est important parce que c'est le féminin et le masculin et voilà, je pourrais pas faire tout ça si elle n'était pas là. Merci pour elle, merci de cette reconnaissance. Ouais. Et donc, merci aussi pour tous ces beaux voyages, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu le plaisir d'aller faire des conférences au cours de tes salons que j'ai apprécié. J'ai écouté aussi tes conférences qui sont Ouais. très intéressantes. J'ai aussi été en Bosnie avec toi et découvrir. Et c'est vrai que tu as des contacts et des points qui permettent d'aller visiter des endroits et des sites qui ne seraient pas faciles d'accès Ouais. on arrive comme ça avec nos valises en Ouais.
Christ. Donc, tu nous ouvres les portes à certaines choses qui sont très, très intéressantes. En tous les cas, merci pour cette vidéo qui, je pense, m'a passionné. Déjà, je pense que ça va passionner beaucoup les personnes qui nous ont suivis de comprendre les crânes de cristal, ce que c'est, ce que ça peut apporter, ce que ça représente. Merci de tout ce que tu nous as apporté au cours de cette vidéo, Patrice. Avec grand plaisir. Merci à toi et merci à vous tous qui êtes à l'écoute. Et à très vite, hein, Luc. Ouais, à très vite. Merci, merci. Au revoir.